Chers amis de la Voix des Grands Lacs, bienvenue dans nos studios pour suivre aujourd'hui un entretien que nous aurons une fois encore avec le colonel Michel Robardet. Je rappelle qui est Michel Robardet, c'est un ancien colonel de la gendarmerie française à la retraite aujourd'hui, mais qui a travaillé pendant quelques années au Rwanda, en particulier de 1990 à 1993. Colonel de gendarmerie, ça veut dire qu'il a travaillé sur des dossiers concrets, sur le terrain. J'ai rappelé la dernière fois qu'il avait participé notamment à la formation des Rwandais aux enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, le colonel Robardet va nous parler de ces enquêtes, de certaines d'entre elles en tout cas, notamment ayant trait aux actions de déstabilisation, aux actes de déstabilisation qui vont à la pause 2000, puisque, rappelez-vous, nous étions en guerre civile au Rwanda entre 90 et 94, lui n'étant resté qu'en fin 93. Donc, des actions de déstabilisation, des postes de mines dans le pays, des actes terroristes en somme. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de certaines d'entre elles, de ces enquêtes-là, et nous dire à quoi éventuellement ces enquêtes avaient abouti, si ce n'est pas encore trop tôt pour qu'il puisse le dire, hein, et je crois qu'il est libéré de toute clause de confidentialité en la matière. Colonel Robardet, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bon, bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Hein. Vous connaissez les règles aujourd'hui, comme hier, comme la première fois. Nous ne sommes pas des journalistes. Ce n'est pas une interview classique. Nous allons vous laisser parler, raconter votre expérience, et en cas de besoin, nous vous compléterons. Ou alors, nous allons vous poser des questions, effectivement, à la manière des journalistes, sans être journaliste. Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse le libre choix du point sur lequel vous allez commencer, et c'est ce qu'attendent en tout cas nos auditeurs et nos téléspectateurs. À vous, mon colonel. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, comme vous vous en souvenez, le colonel Galinier avait interrompu la coopération militaire le premier jour de la guerre, le 1er octobre 90, puisqu'il était prévu dans les accords de coopération que les militaires français en assistance technique ne devaient participer ni à des opérations de guerre, ni à des opérations de maintien de l'ordre. Et nous avions observé dans le même temps, en écoutant tout notre voisinage, tous les Tutsis qui étaient avec nous, qui travaillaient à l'ambassade de France, qui étaient nos employés de maison ou qui étaient nos amis ou nos relations, que cette guerre menaçait de provoquer des massacres interethniques à l'image de ce qui s'était passé au début de la première République rwandaise dans les années 60 et à l'image de ce qui s'était passé aussi beaucoup plus récemment au Burundi en 72 et même en 88. Alors, lorsque nous avons reçu l'ordre de reprendre la coopération avec les armées rwandaises, et pour ce qui me concerne avec la gendarmerie, il était clair pour nous que notre action devait d'abord porter sur tous les moyens d'éviter les massacres qui étaient annoncés et qui ont été provoqués par la guerre qui était déclenchée depuis l'Ouganda. Donc, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et nous avons dit ce que nous avions à dire avec nos interlocuteurs au sujet des 8000 Rwandais qui ont été incarcérés après l'affaire de la nuit du 4 au 5 octobre. Nous avons obtenu la communauté internationale et tous les ambassadeurs accrédités à Kigali ont obtenu leur libération beaucoup trop tard, fin janvier, si mes souvenirs sont bons. Et puis, nous avons entendu aussi un certain nombre de bruits sur des massacres qui se seraient produits à Kibirira, chez les Bigowe, dans le nord du Rwanda, dans le nord-ouest du Rwanda. Mais là-dessus, nous n'avions pas de précision parce que nous entendions deux versions, comme toujours, comme souvent au Rwanda. Les uns nous disaient que c'était le FPR, c'est la version qui semble prévaloir aujourd'hui dans toutes les publications qui sont parues depuis. C'était le FPR qui a massacré quelques dizaines, voire quelques centaines de... dans la version qui a prévalu actuellement dans les publications, c'est que c'est l'armée rwandaise et que ce sont les prémices du génocide. Alors que d'autres nous disaient, c'est le FPR qui est venu au Ouganda, a commis quelques massacres comme il le fait d'habitude. Nous n'avions pas à l'époque la possibilité
d'avoir la preuve de l'un ou des autres, de l'un ou l'autre. Lorsque j'ai entendu, donc, un an plus tard, pratiquement, puisque au cours de l'année 91, il faut bien prendre conscience qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant cette guerre, sinon que l'armée patriotique rwandaise a tenté de grignoter un petit peu de terrain dans le nord du Rwanda pour se donner une légitimité rwandaise, alors qu'en fait, il venait d'Ouganda. En 91, il ne s'est pas passé grand-chose, mais début 92, s'est produit en mars 92 les massacres de Bugesera, que nous avons appris, comme tout le monde, par la rumeur publique, par la radio. Et j'ai demandé à l'attaché de défense de l'époque l'autorisation d'aller voir sur place pour me faire une idée précise de ce qui se passait dans le Bugesera. Donc j'ai fait des constatations que j'ai écrites par ailleurs sur la vacuité des forces de maintien de l'ordre dans le Bugesera, l'absence totale de troupes de gendarmerie ou de même de l'armée, alors que l'armée contrôlait l'accès de Bugesera à travers le camp de Gako, puisque pour accéder à cette zone, il fallait prendre une piste qui traversait le camp de Gako et qui était contrôlée par l'armée rwandaise. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à franchir le poste de police à ce moment-là. Et donc, j'ai constaté la vacuité des troupes et le fait qu'il y avait des bandes désorganisées qui couraient dans la campagne et qui se livraient à des exactions assez pénibles et qui justifiaient leur action, justifiaient leurs méfaits en disant oui, mais on est attaqué, regardez, ils nous ont attaqués dans le nord et puis dans le pays, il y a tous ces attentats qui tuent nos amis, nos femmes, nos enfants, donc nous, il faut qu'on réagisse. Donc, les violences de Bugesera étaient justifiées par une campagne de terrorisme qui s'était développée au Rwanda à partir de la fin 91. Il y aura au total, je crois, une cinquantaine d'attentats, ce qui n'est quand même pas négligeable, qui frappaient les femmes, les enfants dans des endroits le plus peuplés possible, les marchés comme à Kigali, la poste comme à Kigali encore, les bus comme dans le nord de Kigali ou ailleurs, et qui visait principalement les régions, m'a-t-il semblé, à forte mixité Hutu-Tutsi, si l'on peut dire. Encore qu'il y a des Hutus et des Tutsis partout au Rwanda, mais il y a apparemment des endroits où la mixité était plus forte. Donc, lorsque, au printemps 92, j'ai obtenu, comme on l'a dit la dernière fois, du général Varey et du nouveau chef d'état-major de gendarmerie, le colonel Didi Mana, les moyens de réformer une partie de la gendarmerie qui était dans ma mission dès le départ, c'est-à-dire la police judiciaire, et de faire des enquêtes qui tenaient un petit peu la route. J'ai proposé aux gendarmes qui commandaient ces unités, bien entendu, je rappelle une fois de plus que je n'étais qu'un conseiller et que c'était les officiers rwandais et le gouvernement rwandais, le gouvernement multipartite, qui décidaient de ce qu'il fallait faire ou pas. J'ai proposé que les séances d'application sur la formation des OPJ nouvellement nommés portent dans les trois domaines qui me paraissaient intéresser particulièrement la survie du pays, pour dire les choses simplement. Et dans ce domaine, le nouveau gouvernement était tout à fait d'accord avec moi et me suivait à 100%, c'est-à-dire d'une part ces attentats dont je viens de parler, qui concernait, donc qui aurait entraîné tout au moins en partie les massacres du Bugesera. D'autre part, deuxième enquête, celle d'un certain Janvier Africa, qui était un individu qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Kigali pour des délits de droit commun et qui prétendait avoir participé à des réunions de planification du génocide, pour faire court, en présence du président de la République ou des proches du président de la République. Et troisième point, j'ai proposé qu'on fasse des enquêtes sérieuses sur les massacres commis par le Front patriotique rwandais dans le nord du Rwanda, dans les petites parties du Rwanda qu'ils avaient conquis, puisque la rumeur courait sur des crimes qui étaient commis de masse là au-dessus. Et chaque fois qu'on demandait à nos camarades rwandais de faire attention, de ne pas déraper, de ne pas commettre des crimes, quand on leur reprochait de ne pas être suffisamment intervenus dans le Bugesera au moment où il aurait fallu le faire, ils nous répondaient: vous êtes bien gentils, les Français, vous ne voulez pas qu'on massacre dans le sud, mais dans le nord, le FPR massacre en toute impunité, et ce sont les familles qui sont massacrées. Alors, vous comprenez que nous,
Alors on essayait de leur expliquer que ça ne servait à rien de massacrer les familles des autres dans le sud, parce que la famille dans le nord a été massacrée. C'était généralement bien compris, mais quelquefois il y avait quand même quelques difficultés à faire comprendre l'impunité dont bénéficiaient les troupes de l'armée patriotique rwandaise dans le nord du Rwanda. J'ai donc proposé que l'on fasse ces 3 enquêtes. Donc ces enquêtes étaient, je le précise, exécutées sous commandement rwandais, par des OPD rwandais, avec le conseil et l'aide des instructeurs français que la mission militaire de coopération avait bien voulu m'envoyer à cet effet au Rwanda. Voilà pour le cadre dans lequel ces enquêtes ont commencé. Elles ont commencé donc à l'été 92, quand les instructeurs français sont arrivés, au mois de juin ou juillet, fin juin peut-être. Et ils sont restés dans un premier temps jusqu'au mois de décembre. Et puis, comme ces enquêtes, voyez bien le volume que représentaient ces enquêtes, une 50aine d'attentats, ça prend un certain temps. La formation des OPJ, ce n'est pas quelque chose de très simple non plus, ça prend aussi du temps et de l'investissement. Nous avons obtenu que cette mission de 6 mois à l'origine pour ces 4 OPJ soit renouvelée en 93. Mon colonel, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement cette partie de notre histoire, hein, notamment des étrangers qui n'ont pas suivi les 2 premières parties de nos entretiens, et pour mieux planter le décor, est-ce que vous pourriez rappeler quelles étaient les forces en présence, les forces belligérantes, où se situaient-elles, qui occupait quel territoire, et notamment quand vous en viendrez à parler du fameux janvier Africa, vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à lui poser des questions ou avoir accès à ce personnage. C'est lui qui l'a demandé, c'est un service gouvernemental. Un autre élément important, intéressant peut-être à expliquer, c'est sur le plan de la politique intérieure. On n'est pas en septembre 1990, quand le président Habyarimana était seul à gouverner ce pays. On est en 92, quel était le contexte politique en ce moment-là? Vous avez parlé de multipartisme, mais on voudrait mieux comprendre. À vous la parole. Très bien. Oui, donc en 1990, le président Habyarimana gouverne ce pays sous le régime du parti unique, qui est le MRND, et tout le gouvernement appartient au parti unique, et toute la population aussi appartient au parti unique, puisqu'il était prévu dans la Constitution de 73 ou un peu plus tard, enfin qui avait été mis en place pour la Deuxième République, que chaque citoyen rwandais était ipso facto, dès sa naissance, membre du parti unique. Bien, ça fait partie des choses que le président Habyarimana avait envisagé de réformer dès le début de l'année 90, bien avant le discours de la boule. Et parmi les choses qu'il voulait réformer, il y avait cet aspect du multipartite, il y avait aussi l'aspect de la police judiciaire, et c'est pour ça qu'il avait demandé au mois d'avril, avant encore le discours de la boule, qu'on lui envoie un officier de police judiciaire pour mettre en forme un petit peu pour réformer complètement son système. En 92, les choses ont changé puisque la France et d'autres ont insisté, on est bien après le discours de la boule, le président Mitterrand a accordé l'aide que lui demandait le président Habyarimana pour faire face à l'attaque qui venait d'Ouganda, qui avait été déclenchée à la frontière ougando-rwandaise le 1er octobre 90 et qui était perpétrée par une partie de l'armée rwandaise qui revendiquait ses origines de Tutsi et rwandaise pour revenir au pays, disait-il. Donc cette attaque s'est déployée, elle a échoué en octobre 90. Le Front patriotique rwandais a été entièrement renvoyé en Ouganda dès la fin du mois de 90, dès la fin octobre 90 à peu près. Et tout au long des années 91, le président Kagame, enfin le général-major Kagame à l'époque, qui était revenu en hâte des États-Unis pour prendre le commandement de l'armée patriotique rwandaise, n'a eu de cesse que de grignoter un petit peu le nord du Rwanda pour se prendre possession d'un territoire, d'une partie du territoire rwandais, et pour se légitimer comme étant une opposition intérieure au Rwanda et non pas comme un agresseur venu d'extérieur. Ça, c'est pour la partie de la guerre. Donc, il avait descendu
quelques kilomètres dans le sud, je veux dire, elle avait conquis un certain nombre de positions. Pas grand-chose encore au début 92. Hein. Les grandes conquêtes territoriales se font à partir de l'attaque de Byumba à l'été 92, en juin 92, de juillet 92, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, bien entendu, après la deuxième affaire de Rwenzori en 93. Mais déjà, pour cette partie de territoire qui allait jusqu'à Byumba, la rumeur à l'été 92 faisait état de nombreux massacres commis par l'armée rwandaise qui liquidait systématiquement, semble-t-il, les élites rwandaises dans toutes les communes qu'il avait conquises, et qui non seulement exécutaient les élites, mais poussaient les populations vers le sud. Et on avait en 92 quelques centaines de milliers, et en 93, le Rwanda s'est retrouvé avec 1 million de réfugiés dans des camps au nord de Kigali, ce qui posait un problème considérable. 1 million de réfugiés au Rwanda, enfin de déplacés, ce n'étaient pas des réfugiés puisqu'ils étaient restés à l'intérieur du pays, on les appelait déplacés. Ils étaient donc ils vivaient dans des conditions plus que précaires, absolument scandaleuses, sous des shittings où ils étaient tout simplement en train de crever, comme j'ai pu l'observer, on y reviendra tout à l'heure. Voilà pour le cadre de l'armée patriotique rwandaise. Alors, au niveau politique, puisque vous m'avez demandé, je ne vais pas faire une analyse exhaustive, ce n'est pas mon domaine, mais je rappellerai simplement que au mois de mai ou juin 92, je n'ai plus la date en tête exactement, le multipartite a été instauré et un gouvernement dirigé par le docteur Nsengharimé, qui était un opposant ouvert et déclaré au président Habyarimana, a été nommé comme Premier ministre et a formé un gouvernement où il y avait tous les partis politiques nouvellement créés. Ces partis politiques s'étaient créés au cours de l'année 91, le Parti social-démocrate, le mouvement des Républicains, le Parti libéral, etc., étaient tous représentés au gouvernement et constituaient un gouvernement, j'allais dire, qui était, d'après ce que j'ai pu en observer, plus proche finalement du Front patriotique rwandais que du président Habyarimana. Et manifestement, tous ces gens espéraient qu'avec le Front patriotique rwandais, ils obtiendraient une ouverture démocratique. C'est dans quoi ils ont été cruellement démentis. Mais comme, étant opposants au président Habyarimana, ils avaient soit propagé, soit écouté les rumeurs qu'il accusait de préparer un génocide, de fomenter des attentats et des massacres pour justifier le massacre des Tutsis, ils ont été tout à fait favorables à la proposition que j'ai faite d'effectuer des enquêtes avec l'aide des coopérants français, enquêtes qui donc méritaient d'être menées de manière impartiale et pratique, technique, incontestable. Donc de ce côté-là, je n'ai eu que des aides dans le domaine. J'étais appuyé en plus par, comme il s'agissait de réformer le police judiciaire dans son ensemble, non seulement au sein de la gendarmerie, mais aussi au sein des tribunaux, puisque en 1990, il me semble bien qu'une part non négligeable des magistrats n'était pas juriste, ce qui posait un certain nombre de problèmes. Donc, on avait obtenu qu'un magistrat français soit nommé comme coopérant au ministère de la Justice et suive de près la formation des magistrats. Nous travaillons en tandem, elle et moi. Moi, je travaillais au niveau des policiers, la police judiciaire, de l'exercice des officiers de police judiciaire sur le terrain. Elle travaillait au niveau de la formation des magistrats. Et une de nos préoccupations importantes était de rappeler ou de mettre en place, parce que ça n'avait jamais été le cas au Rwanda, que les officiers de police judiciaire qui font les enquêtes sont subordonnés d'abord et avant tout aux magistrats et non pas à leur supérieur hiérarchique. J'avais été frappé les premières fois que j'étais rentré dans le bureau d'un juge d'instruction au Rwanda de voir ce magistrat se mettre au garde à vous devant moi et me dire « Mon colonel, qu'est-ce que je peux faire pour votre service ?» Ce n'est pas du tout le genre de rapport que j'avais avec les magistrats français en France, même si avec les magistrats français, j'avais des rapports de confiance et de grande courtoisie. J'en ai jamais vu un se mettre au garde à vous devant moi, et Dieu merci. Voilà, donc on avait un gros travail à faire. Et voilà, et tout ce travail était, je le répète, approuvé, plus qu'approuvé, demandé même, une fois qu'il a été proposé, par les membres du gouvernement de Dismas Nsengharimé.
Très bien. Donc là, on peut dire en fait que vous nagiez dans une eau connue. Vous avez utilisé les méthodes d'enquête françaises avec l'assentiment et même l'encouragement et le soutien du gouvernement rwandais. Tout à fait. Ça vous mettait à l'aise. Et quand j'ai reçu les 4 officiers de police judiciaire que Paris m'a envoyés pour faire cette instruction, c'était des gendarmes avec qui s'étaient illustrés dans une unité de recherche en France, qui étaient des enquêteurs de grande qualité. Et je leur ai donné pour seule consigne, ici on est en Afrique, mais ça ne change rien à la façon dont vous travaillerez. Votre seule consigne, c'est de prendre les commissions rogatoires, enfin, que recevront vos collègues rwandais, et de les aider à les appliquer, à les exécuter comme vous le feriez en France, sans aucune différence. Et si vous avez un problème, vous venez me voir, je vous dirai ce qu'on peut adapter ou pas, mais à première vue, il n'y a rien à adapter. Vous allez travailler sur ces 3 sujets comme vous l'auriez fait à Dunkerque, à Bordeaux, à Strasbourg ou à Nîmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est que des enquêtes sérieuses, ça prend du temps. Donc, ça prend d'autant plus de temps que les attentats se multipliaient pendant ce temps. On n'a pas eu. Les attentats ne se sont pas arrêtés le jour où on a commencé les enquêtes, en l'été 92, ils ont perduré jusqu'en 93, jusqu'à la fin. Bien entendu, ils n'étaient pas tous résolus. On est obligé de faire des constatations, un travail d'enquête normal. Et tout ça a été un petit peu mis sous le boisseau, après le fameux rapport de la commission d'enquête qui est sorti en 93, en mars 93, sur les violences commises au Rwanda depuis 90, et qui a prétendu faire le même travail que nous, mais de façon journalistique, je dirais, à la mode des ONG et des journaleux, sans apporter la moindre preuve de ce qu'ils affirmaient. Alors que nous, on travaillait à recueillir des preuves et on n'arrivait pas forcément aux mêmes conclusions. Donc il y avait déjà une lutte, mais on voit ça dans toutes les affaires judiciaires importantes, même aujourd'hui en France, entre la pollution médiatique des enquêtes et la réalité des enquêtes judiciaires rigoureuses et scientifiques menées sur le terrain. Et la commission de 93 a pollué médiatiquement le travail que nous faisions. J'ai une petite idée sur la façon dont ça fait, mais on en parlera peut-être une autre fois quand il s'agira de la communication. Là, pour revenir sur les enquêtes elles-mêmes, nous avons eu les résultats des enquêtes au printemps 93. Et certaines m'ont beaucoup surpris parce que, comme je vous le disais, nous étions en contact avec la population rwandaise qui nous disait beaucoup de choses. Et nous avions fini par nous faire, nous aussi, intoxiquer par la rumeur générale qui disait, par exemple, que les attentats qui étaient commis sur le terrain dans tout le pays et qui provoquaient des troubles interethniques étaient commis par le mouvement, par le parti du président de la République pour provoquer ces troubles interethniques précisément et pour justifier le massacre des Tutsis. Alors on a travaillé sérieusement là-dessus. La multiplication des attentats nous a aidés en quelque sorte, puisqu'on avait des multiplications d'indices. On a eu d'abord et avant tout du matériel retrouvé sur le terrain, donc des débris d'explosifs, puis aussi des explosifs qui n'avaient pas fonctionné, qui étaient entiers, avec tout leur marquage. Mais on a eu aussi des gens qui se sont fait exploser en voulant perpétrer un attentat. Ça arrive de temps en temps. Le malfaiteur qui veut commettre un attentat fait une faute de manipulation et meurt sur place, on retrouve son cadavre. Et puis nous avons eu aussi des arrestations de passeurs de mines, des gens qui introduisaient des mines et des explosifs depuis le Zaïre. Ça ne venait pas dire que ceux qu'on a arrêtés ne venaient pas d'Ouganda, ils venaient du Zaïre, dans le sud du Zaïre, là-bas du côté de Bukavu, et ils ont été arrêtés avec leur matériel, donc on a pu les interroger, et leur demander qui ils étaient, d'où ils venaient, etc. Et il est apparu très, très vite que tous les gens qui étaient arrêtés ou tous les gens qui s'étaient fait exploser sur place avaient non seulement nous disaient qu'ils travaillaient pour le Front patriotique rwandais, mais avaient des accointances avec ce Front patriotique rwandais. On a fait l'environnement des personnes, des morts comme des vivants,
Et il est apparu que ces gens-là étaient effectivement en contact avec des opposants au président Rabiala et des membres du Front patriotique rwandais. Et puis surtout, à partir, on a fait parler des indices matériels. Et les mines explosives qui étaient utilisées avaient deux origines. En gros, il y avait une origine soviétique et une origine belge. Fabrication belge ou fabrication soviétique. Alors 91, 92, c'était pas encore facile de travailler avec les soviétiques. On a vu que le mur de Berlin était tombé depuis peu, les gouvernements soviétiques puis russes étaient pas encore vraiment installés, le pays était complètement désorganisé, il y avait des coups d'État, des tentatives de coups d'État à Moscou, c'était difficile de travailler avec eux. En revanche, avec nos camarades belges, c'est pas eu de problème. Moi-même, j'ai demandé à nos amis, à mes amis qui étaient au bureau de lutte antiterrorisme de la direction de la gendarmerie française, en leur disant, voilà, j'ai besoin que tu m'identifies telle mine, telle mine, telle mine, que tu me trouves ça. Il me dit, ok, pas de problème. Il a téléphoné à ses correspondants belges, qui lui ont répondu, pas de souci, c'est du matériel qui est bien connu. Il a été fabriqué en Belgique, le marquage est clair, c'est la fabrication belge. Ça a été livré à Kadhafi, qui l'a livré à la NRA de Museveni via le Burundi à l'époque, dans les années 85, 86, 87. Avant 86, puisque mes souvenirs sont bons, Museveni a pris le pouvoir en 86. Donc voilà, l'affaire était claire. Le matériel qui était utilisé, l'identification, la traçabilité de ce matériel confirmait les déclarations des passeurs et des poseurs de bombes qui avaient été arrêtés. C'était bien du matériel appartenant au FPR qui était utilisé par des amis du FPR. Alors, je vous avouerai que le jour où j'ai eu la preuve sur le bureau que c'était le FPR qui était à l'origine de ces dizaines d'attentats qui ensanglantaient la population, qui provoquaient des troubles interethniques, j'étais le seul à le croire à cette époque-là à Kigali. Et j'ai eu un grand moment de solitude. J'avoue que comment présenter ça? D'autant que, comme on vient de le voir, on est en 93, je n'ai pas eu les informations avant le printemps 93. Et à ce moment-là, on avait un gouvernement qui espérait manifestement que j'apporterais la preuve de la culpabilité d'Abiyarimana. Pas de chance, on l'a apporté et on est tombé sur une preuve contraire. Et puis d'autre part, un gouvernement français qui, lui, manifestement, c'est tout au moins ce qu'on ressentait à Kigali, on avait assez de dossiers rwandais un peu trop compliqués et dans lesquels il n'avait pas compris qu'il s'engageait un peu trop loin ou un peu trop dans quelque chose qui dépassait tout au moins ce qu'il avait envisagé au départ. Et le gouvernement rwandais cherchait un moyen de désengager le plus tôt possible. Et on sentait bien qu'il y avait des accords avec le Front patriotique rwandais qui se passaient, bien entendu, en dehors des militaires français qui étaient sur place, pour, à l'occasion des accords d'Arusha, faire signer quelque chose à tout le monde qui prévoirait le départ de l'armée française et que les Rwandais se débrouillent entre eux. Donc voilà pour l'enquête sur les attentats. Alors on a beaucoup critiqué le rapport qui a été fait. J'avais demandé avant de quitter le Rwanda à l'été 93 aux OPJ rwandais qui avaient fait ces enquêtes, donc je leur ai demandé de faire un rapport de façon à ce qu'il y ait une espèce de point de situation qui soit fait, puis un petit peu avant que je quitte le Rwanda, et qu'ils envoient ça à leur hiérarchie. C'est ce qui a été fait. C'est un rapport qui existe. Il est rédigé par des OPJ rwandais, comme ils le pouvaient. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. C'est très intéressant. Tout le monde l'a critiqué, ce rapport, mais personne n'a apporté la preuve qu'il n'était pas exact, complet et incontestable. Et je maintiens qu'aujourd'hui, je ne pense pas que personne conteste sérieusement que ces 50 attentats qui ont été perpétrés dans le Rwanda entre fin 91 et 93 l'aient été par quelqu'un d'autre que par le Front patriotique rwandais, par des éléments infiltrés. Et ces attentats sont intéressants parce que quand je suis parti en 93, comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'étais persuadé que le Front patriotique, qui avait remarquablement réussi sa manœuvre, sa stratégie même carrément, on peut dire, où on commet des attentats
on provoque une répression excessive, ce qui est toujours le cas de tous les faits de terrorisme, c'est le fondement du terrorisme. On commet des attentats pour que le pouvoir en place se discrédite en menant une campagne de répression excessive. Donc ça a remarquablement marché. On a eu beaucoup de mal à limiter les répressions stupides et criminelles qui étaient faites après les attentats. Et donc ça justifiait pour le Front patriotique les attaques qu'il menait à ce moment-là en violation de tous les accords de cessez-le-feu ou tous les accords de paix. Et j'étais persuadé, quand je suis parti, que les accords d'Arusha étant ce qu'ils étaient, le Front patriotique rwandais reprendrait à un très moyen terme cette méthode, cette stratégie qui lui avait assez bien réussi pendant 3 ans, c'est-à-dire une campagne d'attentats justifiant provoquant des troubles interethniques et justifiant l'offensive finale qui l'amènerait au pouvoir. Mon colonel, il y a une question que les gens peuvent se poser, notamment connaissant les événements de 92-13, les assassinats politiques. Est-ce que ces derniers, c'est-à-dire les assassinats ciblés de personnalités politiques, étaient compris dans vos enquêtes? Est-ce qu'ils relevaient de vos enquêtes aussi? Non, parce que les assassinats politiques ont commencé de mémoire, c'est celui de Getabazi ou Capizzi, je confonds toujours les deux. Ici, début 93. Voilà, Capizzi, donc au printemps 93, en mai 93, je pense. C'est ça, en tout cas, dans le premier semestre. Voilà, premier semestre 93, le mois de mai. Alors, au mois de mai, moi, je sais que je vais partir en septembre. Je sais que je rentre en France en septembre. J'apprends en outre que je vais partir incessamment à Arusha, puisqu'on me demande d'aller à Arusha participer, aider aux négociations de paix où il y a un problème important entre le FPR et le gouvernement rwandais au sujet de la gendarmerie. Donc on me dit, envoyer un officier de gendarmerie là-bas, c'est moi qui suis désigné pour vendre la gendarmerie, le concept de gendarmerie aux anglo-saxons que sont les gens du FPR qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, je n'aurai l'affaire Capizzi, donc je sais que je n'aurai pas les moyens de la suivre comme conviendrait. Je sais en plus, et à l'évidence, que c'est un domaine politique extrêmement sensible. Donc, je ne me suis pas personnellement investi dans cette affaire Capizzi. Je n'ai pas demandé à mes enquêteurs qui étaient encore sur place, qui eux allaient partir encore plus tôt que moi, puisqu'ils rentraient en France en juin-juillet, d'aider le travail de leurs camarades rwandais sur cette affaire, beaucoup trop sensible et qu'on n'aurait pas pu achever de toute façon. Je vais rappeler quand même qui était Emmanuel Gapsissi. C'était un jeune ingénieur commercial, un haut fonctionnaire qui avait occupé les fonctions de secrétaire général, notamment du ministère des Travaux publics. Un homme très brillant, très charmant, un démocrate presque obsessionnel, qui avait appartenu à l'Association générale des étudiants rwandais, la GER, hein, alors qu'il était en Belgique, il dirigeait avec ses camarades cette section de la GER. Et c'était vraiment un homme très porté vers l'ouverture démocratique. De manière presque obsessionnelle, moi je l'ai connu personnellement déjà à Bruxelles quand il était étudiant et moi, jeune diplomate, on avait quasiment le même âge. Hein. Et puis à Kigali, on a continué à avoir des relations d'amitié très prononcées. Et d'ailleurs, il m'envoyait régulièrement des bulletins de ce qu'ils avaient créé comme forum des démocrates, hein, une sorte de forum de cadres qui voulaient plutôt diffuser des idées d'ouverture démocratique, des idées de liberté, des idées d'égalité, pour aboutir à un régime démocratique où la guerre serait exclue. D'ailleurs, le dernier numéro du forum qu'ils ont sorti avant l'assassinat d'Emmanuel Gapsissi, c'était pour dire, écoutez, et c'était signé d'Emmanuel, il proposait que le président Habyarimana et le FPR s'entendent pour assainir le climat politique. Justement, à la lumière de tous ces attentats, des violences qui se commettaient un peu partout dans le pays, il avait proposé que si le président Habyarimana aimait vraiment son pays comme il le disait, et si le FPR aimait le Rwanda, et s'il voulait, par sa guerre, aboutir à un régime démocratique,
qu'ils arrêtent la guerre, au besoin qu'ils démissionnent tous les deux pour laisser la place à une jeunesse non engagée militairement, une jeunesse qui se placerait au milieu. Vous comprenez que ce faisant, il a peut-être franchi une certaine ligne que n'acceptait ni le côté présidentiel, ni surtout le FPR. Parce qu'il disait le FPR, il faut qu'il prouve sa volonté de participer au processus démocratique en arrêtant la guerre. Donc, c'est dans ces circonstances qu'il a été assassiné. On ne va pas rentrer dans le côté privé. C'était un père de famille qui avait 2 ou 3 enfants, je ne me rappelle plus. Encore jeune, puisqu'il n'avait que 40 ans en ce moment-là. Donc, il est mort à 40 ans, je pense. C'est important de rappeler qui était Emmanuel Gapsissi. Emmanuel Gapsissi, qui était aussi le beau-fils de l'ancien président Grégoire Kayibanda. Ce n'est pas inutile de le répéter, et qui était par conséquent beau-frère de Faustin Toyamou, puisque lui-même était beau-fils du président Kayibanda. Ça aussi, c'est important à signaler. Je vous laisse continuer, mon colonel. Oui, vous me donnez l'occasion, monsieur l'ambassadeur, de rappeler que tous ces hommes politiques rwandais qui étaient des démocrates honnêtes, sincères, et qui voulaient mettre en place un système d'équilibre entre les extrémistes du MDR-MRND et les extrémistes du FPR, ont disparu, que ce soit avant ou après le génocide. Et ceux qui n'ont pas été assassinés, c'est parce qu'ils avaient quitté le pays suffisamment tôt, qu'ils se sont réfugiés en Europe ou aux États-Unis. Vous me donnez l'occasion d'avoir un moment de mémoire pour Augustin Kiza, le major Kiza, qui était mon camarade de l'armée rwandaise, qui m'a accueilli, de la gendarmerie rwandaise, pardon, qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé à Kigali et qui a disparu mystérieusement en 95, 94 ou 95, je ne sais pas. Beaucoup de gens lui ont rendu hommage à juste titre, c'est un homme d'une grande valeur. J'ai été amené moi-même à assurer la sortie du territoire d'un certain nombre d'hommes politiques rwandais. J'ai rappelé récemment, à l'occasion de la mort de l'attaché de défense, le colonel Cussac, qu'il avait reçu les confidences du ministre de la Défense, qui lui dit demain matin, je m'en vais parce que le climat est devenu trop dangereux. Et le 30 juillet, on m'a demandé d'assurer l'accompagnement de l'ancien Premier ministre, Dismas Nsejaragné, jusqu'à l'aéroport, parce qu'il craignait de ne jamais arriver à l'aéroport, où il était menacé. Alors, j'ai essayé de faire dire à Dismas, puisqu'on était seuls en voiture tous les deux pendant quelques instants, et puis j'ai eu l'occasion de le retrouver en France par la suite, j'ai essayé de lui faire dire qui le menaçait à ce moment-là, parce que, comme très souvent dans le dossier rwandais, ayant des extrémistes à droite et des extrémistes à gauche, on ne sait pas très bien lesquels sont les plus virulents et les plus violents, et ils ont tous des bons motifs d'éliminer les gens, mais Dismas ne m'a jamais rien dit, je le déplore. Alors, pour préciser, le major Kiza, qui dans la suite avait été nommé comme président de la Cour de cassation, il a été assassiné par le FPR, le régime de Paul Kagame, en 2003. En 2003, beaucoup plus tard. Et Seth Sendashonga qui a été assassiné à Nairobi en 1998, si mes souvenirs sont bons. Kiza, c'est donc 5 ans plus tard. C'est intéressant parce que vous citez deux noms. Le major Kiza, qui était dans les forces armées rwandaises, donc les forces gouvernementales jusqu'au génocide, et Seth Sendashonga, qui lui appartenait au FPR. Et voilà deux hommes qui auraient pu s'entendre pour instaurer un régime de paix au Rwanda, qui ont été éliminés, à mon avis, tous les deux par le FPR, comme on venait de le dire. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des enquêtes. Tout le monde l'a vu partir. Il y avait quelqu'un qui était avec lui lorsqu'il a quitté l'université, puisqu'il était professeur à l'université de Kigali. Ils étaient deux dans leur voiture et ils ont été arrêtés par le FPR. Et Kiza a disparu depuis ce jour-là. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Eh bien, il a été assassiné, enlevé, puis assassiné par les agents de renseignement de Paul Kagame. Eh bien, pour en revenir aux enquêtes, puisque c'était notre sujet initial,
Donc voilà ce qu'il en était pour le terrorisme, ce qui fait donc que j'étais persuadé en partant en fin 93 que le FPR reprendrait sa campagne de terrorisme. Et donc, je suis persuadé depuis toujours, et rien ne m'a apporté le moindre élément qui puisse me faire changer d'avis, que l'attentat du 6 avril 1994 entrait parfaitement dans la stratégie du FPR pour aboutir à la conquête du pouvoir. Puisque on a découvert donc au fur et à mesure des enquêtes que je faisais que finalement la stratégie du FPR n'était pas, comme il l'avait dit en octobre 90 par le biais de Pasteur Bisamungu, qui était à l'époque son porte-parole. Il y a une vidéo très intéressante qu'on trouve encore sur YouTube aujourd'hui. On voit Pasteur Bisamungu pour nous expliquer que le FPR n'est pas un mouvement ethnique, mais c'est un mouvement démocratique qui lutte pour tous les Rwandais, pour installer au Rwanda un régime démocratique respectueux de tous, etc. On a bien compris au fil du temps, parce qu'il nous a fallu du temps pour le comprendre, mais en 93, j'étais bien persuadé que le FPR ne visait qu'une seule chose, c'était le pouvoir absolu, qu'il a conservé d'ailleurs depuis 27 ans aujourd'hui. Pour les autres enquêtes, donc, je passerai assez rapidement sur l'enquête de Janvier Africa. Janvier Africa, je l'ai dit, c'était quelqu'un qui était incarcéré pour des délits de droit commun et qui a brutalement éprouvé le besoin de révéler qu'il avait participé à des réunions de planification du génocide en présence des membres de la famille Habyarimana, voire même du président lui-même. Et ça nous tracassait parce que, comme je l'ai dit, si la famille du président avait effectivement planifié le génocide et provoqué les massacres de Tutsis en commettant des attentats à la population, attentats qui, au demeurant, étaient déjà criminels, puisqu'ils tuaient beaucoup de Rwandais, de manière absolument considérée, des femmes, des enfants, des vieillards. J'ai ramassé les cadavres sur le marché de Kigali, j'ai vu ça à la morgue après, c'était absolument épouvantable. Donc, si c'est le président s'amusait à ce genre de choses, ça remettait tout à fait en question notre coopération avec son gouvernement, même si c'est un gouvernement d'opposition. Et donc, j'ai demandé au meilleur de mes 4 instructeurs, là, je ne vais pas dire d'aider les officiers de police judiciaire rwandais, je vais écouter, là, il va falloir savoir. Il faut qu'on sache si ce que dit Janvier Africa est vrai ou si ce n'est pas vrai. Alors, vous allez sortir toutes vos connaissances, toute votre art des investigations en police judiciaire, et vous allez me dire ce que vous me disiez à la fin, si oui ou non Janvier Africa dit la vérité. Mon colonel, pour bien comprendre, donc, Janvier Africa, moi je l'avais connu à l'époque, il était entre guillemets journaliste. Il écrivait une feuille de chou, comme on dit, hein, donc il était connu comme journaliste comme beaucoup d'autres. Il a été arrêté pour une affaire tout à fait ordinaire. Et c'est de la prison qu'il a voulu parler ou comment ça s'est passé? Il n'a pas voulu parler, pas à nous en tout cas, mais ses paroles ont été rapportées par la presse rwandaise, par des ONG. On parlera plus tard, si vous voulez bien, des ONG et des rapports que nous avions avec les ONG à ce moment-là. C'est un récit qui était sur la place publique quand j'ai demandé à mes enquêteurs de s'en occuper et de vérifier ça. Ça appartenait, c'était une autre rumeur en quelque sorte. Il y avait eu la rumeur sur les attentats qui étaient commises par le clan présidentiel, soi-disant, première rumeur que nous avons démentie. Et puis deuxième rumeur, Janvier Africa, qui raconte qu'il a participé à des réunions de planification du génocide. Voilà, dans quel cas, donc c'est une initiative personnelle. J'ai demandé au meilleur de mes enquêteurs, qui était le major Corrière, un type extrêmement confirmé, malheureusement décédé aujourd'hui, d'aller voir ça, de mettre ça en œuvre et de me dire ce qu'il en était. Alors, major Corrière a préparé son affaire. Janvier Africa racontait qu'il avait été dans une maison qu'on appelait la synagogue, quelque chose comme ça, qui appartenait à la famille Habyarimana, je crois, ou auquel la famille Habyarimana avait l'habitude de se rendre, et que dans cette salle, il y avait des réunions, il désignait un certain nombre de personnages importants du MRND comme ayant participé à cette réunion, etc. etc. Donc, Corrière il a repris soigneusement toutes les déclarations qui avaient été faites, puisqu'il y avait déjà une enquête qui était faite, je crois, par le service central du renseignement, je ne sais qui, toutes les déclarations qui avaient été faites, qui étaient rapportées dans la presse, qui étaient rapportées par les ONG, qui étaient éventuellement sous procès verbal.
Et il a vérifié, il s'est rendu sur les lieux qui étaient soi-disant les lieux de réunion, il s'est rendu sur les... Il n'a pas rencontré les gens qui étaient soi-disant participants, il a réservé ça à Janvier Africa. Et il a extrait Janvier Africa de sa prison dans le cadre d'une procédure judiciaire normale euh, telle que demandée sous l'autorité du parquet, du procureur de la République. Il l'a mis en garde à vue et il lui a dit, voilà, explique-moi comment ça s'est passé, pourquoi, comment, par qui tu as été invité à ces réunions, comment tu y es allé, avec qui était dans cette réunion, comment était la salle, quelle était la couleur des rideaux, qui était assis à ta droite, qui était assis à ta gauche, qui était en face de toi, qui est-ce qui a été dit à cette réunion, etc. En poussant Janvier Africa dans les moindres détails, il s'est bien évidemment, enfin bien évidemment, on ne le savait pas au départ, mais il était incapable de donner un discours cohérent, qui était cohérent avec les déclarations qu'il avait faites précédemment aux uns aux autres ou qui avaient été données par la presse, incapable de donner les détails vérifiables sur la façon dont il est venu à la réunion, les personnes qui étaient assises à ses côtés, etc. Et Corrière, avec toute l'expérience qui était la sienne de 30 années de police judiciaire en France, m'a dit, mon colonel, ce type ment. Voilà. Alors, on ne sait pas si ces réunions avaient existé ou pas, ce n'était pas le sujet. La question était de savoir si Janvier Africa disait la vérité. Donc, il m'a dit, il ment. Et il ne s'est pas trompé parce qu'on a appris depuis que Janvier Africa a été exfiltré de l'hôtel 1930, a été sorti de prison par des amis du FPR qui l'ont un petit peu couconné à Kigali avant de l'extraire du Rwanda. Par la suite, il était, je crois, au Kenya où il a pris la parole pour témoigner devant le TPIR, etc. Et il semblerait qu'il ait dit lui-même très ouvertement qui travaillait, qui était missionné par le FPR à ce moment-là. Et depuis, il a disparu. Vous savez, ça fait partie des témoins importants qui disparaissent dans le dossier rwandais. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant, peu importe. Moi, ce que je sais, c'est que en 92 et 93, les accusations qui portaient contre le général Abiyarimana, contre la famille et les proches du président, étaient de fausses accusations. D'accord, mais qui ont eu beaucoup d'impact sur le plan médiatique intérieur, mais aussi même sur la suite des événements, parce qu'il était cité partout, Janvier Africa. Ah D'abord ben, parce qu'il parlait de choses graves. Il prétendait avoir assisté à des entretiens de préparation de massacres, et ça, ce n'est pas banal. et surtout, alors là, on sort du sujet, on aborde un autre sujet extrêmement important. Ça a été la vedette du rapport de 1993 sur les violences commises au Rwanda depuis 1990, qui était co-signé par Carbonare, par Alison Desforges et d'autres ONG, et qui avait pour but ouvert, probablement avant que le résultat de l'enquête sorte. Je me demande si la chose n'était pas concertée comme ça. J'ai quelques éléments qui pourraient le laisser entendre. On en parlera par bref. Mais c'est ce rapport de 1993 par les ONG, pour faire bref, par survie et par Carbonare, que vous connaissez bien, puisqu'il a été ensuite, sous vos yeux, le conseiller du gouvernement, du premier gouvernement de Kagame à la tête du Rwanda en 1994, même si ce n'était pas Kagame le président de la République, c'était lui l'homme fort du gouvernement. Donc Carbonare s'est inspiré, instrumentalisé Janvier Africa. Il a appuyé son rapport sur cette base Janvier Africa, qui était une base pour le moins fragile, sinon une base complètement pourrie. Mais malgré tout, ce rapport continue à faire florès et continue aujourd'hui à inspirer des gens. C'était très grave. Il a inspiré Rocard qui a lancé qui a lancé un rapport qui est la copie conforme de ce que a raconté Carbonare, qui a provoqué la tenue de la mission d'enquête parlementaire française de 98 par l'intermédiaire de ses députés, etc., etc. Donc, la doxa voulue par Kagame a été installée par Carbonare et Survie sur la base d'une violence pourrie qui s'appelle Janvier Africa. Écoutez, je propose que la prochaine fois, on parle, pour compléter les enquêtes sur les attentats, sur les actes de déstabilisation. La prochaine fois, je propose qu'on parle de ce fameux rapport des ONG. D'accord. Donc, parce qu'il se place d'ailleurs dans la même période. Les enquêtes ont été menées en janvier 1993, sauf que le rapport est sorti à Paris le 9 mars, dans une salle publique. J'y étais d'ailleurs, en qualité d'ambassadeur. J'avais été invité pour entendre, pour recevoir un exemplaire de ce rapport, ce qui a été le cas.
Et voilà, c'est une enquête qui était très importante, Ouais. qui a d'ailleurs provoqué des réactions aussi différentes et aussi complémentaires malgré tout de la part des dirigeants, du Premier ministre Nsengui Aramie et du président Habyarimana qui ont signé un document commun pour dire oui, nous acceptons ce qu'il y a dans le rapport, mais non, nous ne sommes pas les responsables de ces attentats ou de ces actes de déstabilisation. Oui, c'était un document extrêmement grave, puisque on en a parlé la dernière fois, le président Habyarimana était extrêmement soucieux de savoir ce que les enquêteurs qui travaillaient sérieusement sur le dossier pouvaient penser des dires de Janvier Africa. Tout à fait. Alors, après Janvier Africa, il y a eu d'autres enquêtes peut-être. Alors, la troisième enquête, donc on a vu l'enquête sur le terrorisme, l'enquête sur Janvier Africa. Je peux vous parler maintenant des enquêtes sur les crimes commis par les troupes de l'armée patriotique rwandaise dans le territoire qu'ils avaient conquis au nord du Rwanda. Donc c'était le troisième volet le plus important. Et la difficulté technique de ce genre d'enquête, c'est qu'on n'avait pas accès à la scène du crime, puisque le Fonds patriotique rwandais, dès le mois d'octobre 90 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, finalement, on l'a encore vu avec l'exemple de l'avocat de Ruzaza Bijina qui a été expulsé de Kigali, le Fonds patriotique rwandais a appliqué la méthode, la stratégie de ce qu'on appelle le théâtre fermé, c'est-à-dire pas de témoins. On n'a jamais vu un journaliste aller faire des investigations en zone tenue par le Fonds patriotique rwandais au Rwanda. On en reparlera lors de la fameuse rapport de 93, mais ils n'ont pas eux non plus allé au Fonds patriotique, ils n'ont pas fait d'investigation, ils n'ont pas pu y aller. Et le Fonds patriotique interdit, a expulsé les ONG à une époque, donc pas de journalistes, pas d'ONG, pas de représentants du gouvernement, évidemment, dans les zones qui étaient conquises petit à petit par le Fonds patriotique rwandais. Et donc, j'ai demandé aux OPJ en cours de formation de faire un travail sans pouvoir accéder à la scène du crime. Techniquement, c'est assez particulier. Il s'agissait, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de croiser les témoignages des gens qui avaient vécu ça. De croiser et multiplier ces témoignages, puisque plus on avait de témoignages, voir s'ils étaient concordants ou s'ils étaient contradictoires. Et la matière, j'allais dire, ne manquait pas, puisque en 93, nous avons, comme j'ai rappelé tout à l'heure, 1 million de personnes dans les camps de réfugiés. Alors, c'est une enquête extrêmement délicate, où il y avait une autre difficulté, c'est que tous les réfugiés qui étaient au nord de Kigali, que nous allions entendre, ne parlaient pas français. Ils allaient être entendus par des OPJ rwandais en Kinyarwanda. Donc, les instructeurs, même s'ils avaient confiance dans les OPJ qu'ils côtoyaient depuis quelques mois, qu'ils formaient, n'avaient pas la certitude que la traduction, la transcription, les PV est établi en Kinyarwanda, mais que le rapport qui leur était fait de ce qu'il y avait dans le PV était sincère et complet, et que les OPJ avaient pris une transcription complète. Donc j'avais mis au point une méthode assez particulière, où là je me suis un peu ingéré dans le déroulement des enquêtes. J'ai dit, en accord avec le commandant du centre criminel d'éducation, les enquêtes dans le nord du pays seront faites selon le planning que je vais mettre en place. Ils sont faites par les OPJ rwandais, mais selon le planning que je vais mettre en place. Donc je disais, la semaine prochaine, on ira dans les camps tel jour à tel jour. Je ne disais pas où. Donc le matin, à 7 h du matin, tout le monde se rassemblait. Je disais, bon, aujourd'hui, nous allons dans tel camp. C'est impossible à qui que ce soit de préparer qui que ce soit. On se rendait dans tel cas où personne, bien entendu, n'avait été prévu dans ce camp, puisque j'étais le seul à savoir qu'on allait y aller. Et une fois dans le camp, je désignais, c'était les OPJ français qui, de manière très aléatoire, désignaient les gens dont on allait recueillir le témoignage. J'ajoute en passant que je connaissais assez bien ces camps, puisque ma famille qui était au Rwanda allait régulièrement dans ces camps. Elles allaient aider les religieuses, ma femme et mes filles allaient aider les religieuses à distribuer de la nourriture aux enfants en bas âge et aux mères allaitantes, c'est l'expression consacrée. Il n'y en avait pas pour les autres. Les autres qui n'étaient pas en bas âge ou qui n'étaient pas allaitants, ils pouvaient mourir sur place, il n'y avait pas de quoi leur donner à manger. Donc les religieuses avaient préféré
les enfants et les mères allaitantes. Donc, je connaissais un petit peu ces camps. Et un jour, c'est un souvenir qui est absolument impérissable, je me suis rendu dans un de ces camps pour retrouver ma femme, mes filles, qui étaient parties un peu plus tôt avec les religieuses. Je voulais voir comment ça se passait, si leurs conditions de sécurité étaient satisfaisantes. En tout cas, ils ont été protégés par les réfugiés, mais les pauvres gens étaient dans un tel état de misère, d'affaiblissement qu'ils n'auraient pas pu protéger grand-chose. Et je suis arrivé avec ma voiture sur la piste principale. Il y avait des sheetings, c'était ces toiles qui étaient distribuées par les ONG pour essayer de les mettre à l'abri de la pluie, bleues. Et à droite, à gauche, les collines étaient remplies de sheeting. Il y avait un sheeting par famille. C'était impressionnant. Il y avait une odeur épouvantable. Et puis, j'ai essayé à me garer, à poser ma voiture sur un bord de piste. De chaque côté de la piste, sur des centaines de mètres, il y avait 2 rangées de petits tumulus. Les petits tumulus, c'était manifestement des enfants qui étaient morts dans la nuit, dans les jours précédents, et qui avaient été enterrés sommairement là, et on avait mis un peu de terre par-dessus pour cacher le cadavre. Et il y en avait sur des centaines de mètres, sur 2 rangs à droite, sur 2 rangs à gauche. Je ne savais pas où mettre ma voiture. Alors finalement, je l'ai laissée au milieu de la piste. Elle n'a dérangé personne, parce qu'il n'y a personne qui venait au secours de ces réfugiés. Donc je connaissais un peu ces camps. On s'est déplacé donc, avec les enquêteurs. Ils ont recueilli des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de dépositions. Et il est apparu très clairement que la façon de procéder, qui était celle du FPR, était décrite par tous ces témoins de la même façon. Le FPR avançait, il occupait une localité où les gens regardaient arriver sans intérêt aucun, puisque bon, ils étaient là. Il y avait le fatalisme des montagnards. Les gens sont là, ils sont rien fait avec. Et puis très vite, le FPR rassemblait tout le monde en disant on va vous donner les consignes du jour. Nous, on est arrivé, c'est nous les chefs maintenant. Rassemblez-vous à tel endroit, on vous donne les consignes. Ils rassemblaient la population, ils triaient les notables, qu'on n'a jamais retrouvés, et brutalement, ils ouvraient le feu dans la foule, ils tiraient à la Kalachnikov dans la foule. Et la foule partait en courant, fuyait vers le sud. Elle ne pouvait pas difficilement fuir à l'ouest, puisqu'à l'ouest, il y avait le parc de la Caïra, et puis les bassins de la Niabarongo, etc., qui empêchaient de franchir la frontière avec la Tanzanie. Et puis en plus, la Tanzanie était assez proche, on l'apprendra par la suite, était assez proche du FPR, beaucoup plus que du gouvernement rwandais à ce moment-là. Donc le FPR poussait ces populations vers le sud, de façon à envoyer toute cette population dans les pattes du gouvernement rwandais autour de Kigali, où ça pose un problème humain et logistique considérable au gouvernement de Kigali. Et dans le même temps, eux, dans le nord du pays, ils étaient tranquilles, ils étaient sûrs de ne pas avoir de population civile plus ou moins favorable sur leurs arrières, et puis ça leur donnait peut-être des terres à distribuer aux gens qui les avaient suivis. Voilà la situation qui était celle des crimes commis par le FPR qui, à mon sens, s'apparentait à quelque chose qu'on avait connu ailleurs. Et en particulier, je l'ai rappelé à l'occasion, il y avait un hôpital à Rwenzori qui était tenu par des médecins militaires français et qui, bien entendu, côtoyait tous les médecins des ONG civiles et militaires français, enfin civiles, françaises ou étrangères, qui intervenaient à Rwenzori du côté gouvernemental, parce qu'ils n'intervenaient pas du côté de France de la passerelle rwandais, comme je l'ai expliqué. Et un jour, au cours de ces réunions, les médecins, ils se réunissaient tranquillement le soir après le travail pour prendre un verre, comme ça se fait. Et il y a un médecin, c'était une femme, m'a-t-on dit, mais je n'étais pas, mais il y a un médecin qui a dit, mais moi j'étais au Cambodge il n'y a pas longtemps. Le Fonds patriotique rwandais, il se conduit exactement comme les Khmers rouges. Ils exécutent toutes les élites, tous ceux qui éventuellement pourraient s'opposer à lui intellectuellement, et puis ils chassent la population devant lui, ils dépensent la population. Ils se conduisent comme les Khmers rouges. De là est venu le Khmer rouge, Khmer noir, et le fait que ceux qui étaient considérés au Cambodge étant baptisés génocide, on pouvait se poser la question de savoir si le comportement du FPR dès 92 au Rwanda
ne pouvait pas recevoir la même qualification. Je crois que le débat est encore posé aujourd'hui. Le débat est posé un peu d'ailleurs, se demander si ce n'était pas délibérément une politique de la terre brûlée. Vider les villages, les collines, s'y installer, faire venir des gens d'Ouganda éventuellement pour occuper ces terrains, mais surtout pour pouvoir avoir un terrain où ils pouvaient s'exercer, où ils pouvaient s'entraîner, où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on le sait. Je n'ai pas eu l'occasion d'interroger les dirigeants du FPR sur leur intention réelle dans cette stratégie. J'observe qu'elle s'est poursuivie en 1994, bien après mon départ. Puisque quand vous regardez la progression de l'armée patriotique rwandaise en 1994, vous observez que dès l'attentat du 6 avril qui a tué les deux présidents rwandais et burundais, le Front patriotique rwandais a continué sa progression vers le sud, a continué à chasser sa population vers le sud, en longeant le parc de la Kagera. Et une fois arrivé à la frontière du Burundi, il a poussé la population plein ouest, vers le Zaïre. Et il a négligé de prendre la capitale, Kigali, pendant 3 mois. Je me suis toujours interrogé sur ces 3 mois. Pourquoi le FPR, qui, on le sait, s'est établi en 1993, était sur le point de prendre Kigali en 8 jours, si l'armée française n'avait pas mis en place un cordon dissuasif au nord de la ville pour dire au FPR, attention, là, vous n'avancez plus, alors que le FPR a toujours eu la très grande intelligence stratégique de ne pas affronter l'armée française pour ne pas provoquer son implication dans les combats. Donc l'armée française a mis un cordon au nord de Kigali en 1993, le FPR s'est arrêté, on a négocié, on a fait encore un accord de cessez-le-feu jusqu'à la prochaine fois. Et donc, alors qu'il était sur le point en 1993 de bousculer l'armée rwandaise qui était armée en munitions, en armes et en encadrement français, en encadrement conseiller français, pardon, le terme est plus convenable. Et en 1994, il n'y avait plus les conseillers français, il y avait l'embargo sur les armes et les munitions que l'armée rwandaise respectait scrupuleusement, et il n'a pas pu prendre Kigali. Ça me pose une grande cause. Je m'aperçois qu'il a préféré pousser la population vers le Zaïre. D'ailleurs, le général Lafourcade, qui commandait l'opération turquoise, a mis au jour, il n'y a pas très longtemps, a révélé un document qui figure peut-être d'ailleurs dans les rapports de la mission parlementaire de 98 ou que le rapport Duclerc a peut-être pris en compte, dans lequel le général Lafourcade, au mois de juin 1994, fait dire à Kagame par l'intermédiaire du général Dallaire de l'ONU, arrêtez-vous, sinon vous allez provoquer un désastre humanitaire en continuant de pousser ces populations vers le Zaïre. Donc Kagame a poussé tant qu'il a pu jusqu'au 4 août 1994, où là il s'est décidé à prendre Kigali. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a pris Kigali le 4 juillet 1994, au moment où Turquoise s'installait à la frontière zaïroise. Alors on dit, les Français voulaient prendre Kigali. Non, il n'a jamais été question de prendre Kigali, mais Kagame a décidé de prendre Kigali, peut-être en croyant que les Français allaient y venir. Ce qui fait qu'il aurait peut-être pu le prendre un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être limité les massacres dans la ville. Vous posez une question à laquelle Dallaire, le général Dallaire, Roméo Dallaire, qui était le patron militaire de la MINUR, la mission d'assistance au Rwanda, à partir de fin 93, et qui dirigeait les troupes des Nations Unies en 94 pendant le génocide, eh bien, dans son livre « J'ai serré la main du diable », le général Dallaire explique pourquoi le FPR ne voulait pas bouger, pourquoi le FPR n'était pas pressé de prendre le pouvoir alors qu'il en avait les moyens. Si vous voulez, je peux lire un extrait du livre de Dallaire. Hein. Alors, Dallaire dit « L'important pour Kagame, c'était d'arracher le pouvoir par la force. Les Tutsis de l'intérieur étaient le prix à payer pour la bonne cause. Sa stratégie du sacrifice suprême et de la victoire, là c'est moi qui interprète, et de la victoire à tout prix est encore plus patente dans l'extrait tiré de la page 525. Alors, Dallaire écrit dans son livre, hein, entre guillemets, Kagame était un maître de la guerre psychologique et s'en servait pour
compenser les inégalités en armes et en effectifs entre ses forces et celles de l'armée gouvernementale. Il croyait que ses adversaires n'avaient pas la discipline nécessaire pour combattre un ennemi habile et déterminé, et qu'ils gaspillaient leurs ressources en tuant des civils au lieu de concentrer leurs efforts sur la défense. Donc la logique de Kagame, elle est limpide. Hein? Il dit en tuant des civils au lieu de concentrer leurs efforts sur la défense. Et plus loin, le général Dallaire explique qu'en fait, il a voulu laisser l'armée rwandaise se disperser, se diviser, s'affaiblir. Il a laissé pourrir la situation. Il a laissé les massacres commis par les Interahamwe se poursuivre, ce qui déstabilisait de toute façon la stratégie de défense des phares, hein, des forces armées rwandaises, qui n'avaient pas les moyens à la fois d'arrêter les massacres commis par les Interahamwe et de combattre le FPR. Donc Kagame savait tout ça. Et il l'a dit au général Dallaire pour clore le débat sur la question, parce que Dallaire était allé lui demander d'accepter une trêve pour faciliter l'arrêt de la guerre et des massacres. Et Kagame a dit, il n'en est pas question. Si ces Tutsis doivent être tués, considérés comme le sacrifice suprême qui aura servi à la cause, c'est-à-dire à la victoire du FPR. Donc, il n'y a pas plus cynique que ça. C'est la seule explication, et il l'a dit à quelqu'un d'important, et le général Dallaire, vous le savez, ce n'est pas un adversaire de Kagame, ils étaient proches même. Et il a quand même pris la peine d'écrire ça dans son livre, pour dire que Kagame a négligé, a même souhaité que la guerre que le FPR n'avance pas suffisamment pour laisser les Interahamwe massacrer les Tutsis. C'est ça l'explication, mon colonel. Je vous remercie. Je dois remercier le général Dallaire, une fois n'est pas coutume, puisqu'il confirme ce que j'ai écrit finalement en 1993, que Kagame provoquait des troubles interethniques pour justifier, je l'ai écrit à l'occasion de l'enquête sur les attentats dont on parlait tout à l'heure, où Kagame provoque des troubles interethniques par cette campagne de terrorisme de façon à justifier ses offensives et ses conquêtes de terrain. Merci, mon général Dallaire. C'est bien la première fois que je le remercie. Non, c'est vrai que d'ailleurs, il avait confirmé ça à une réunion à laquelle lui et moi on participé en 2014. Hein. Je parle souvent de cette conférence qui n'a pas eu de suite parce que le gouvernement rwandais et les Américains ont tout fait pour que les résultats ne soient pas publiés. Mais même là, à La Haye, Dallaire avait confirmé cela. Parce que les délégués de Kagame m'avaient attaqué sur ce point parce que j'ai sorti un livre qui s'intitule « Paul Kagame a sacrifié les Tutsis » et j'ai été attaqué sur ce sujet. Et pour clore le débat, j'ai appelé le général Roméo Dallaire en garantie. J'avais lu son livre et je lui ai dit « Général, vous dites la même chose dans votre livre, dans tel paragraphe. » Et il a confirmé avoir rencontré Kagame et avoir reçu la même réponse que celle que Kagame m'avait donnée lorsque j'étais à Paris. Alors, c'est intéressant, vous parlez de ce travail au mémorial de la Shoah, où j'étais interdit d'aller, puisqu'il était prévu que j'y aille à la place du général Lafourcade qui était empêché. Le général Lafourcade m'avait dit, on m'a envoyé le colonel Robardet qui connaît bien le dossier, et il y a eu un certain nombre d'oppositions en France. Donc, je ne donnerai pas les noms ici, mais c'est intéressant de voir que finalement, ce que j'ai dit, et qui avait été vérifié auparavant, puisqu'on m'avait envoyé un représentant des États-Unis ici à Nîmes, qui m'a fait l'honneur de descendre à Nîmes pour venir voir ce que j'aurais pu dire au mémorial de la Shoah. J'ai constaté que ce journaliste américain, un journaliste, je crois, qui travaillait pour le mémorial de la Shoah ou quelque chose comme ça. Travaillait pour, je l'ai rencontré aussi à plusieurs reprises, il travaillait pour le US Holocaust Museum. Voilà, exactement, tout à fait. Très sympathique au demeurant, comme savent le faire les Américains quand ils veulent obtenir quelque chose, très courtois. J'ai conclu que ce qui l'intéressait à ce garçon, c'était de savoir ce que je pourrais dire sur l'implication des Américains dans cette affaire. Mais on en parlera la prochaine fois ou une autre fois, si vous voulez bien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, ce que j'aurais pu dire au mémorial de la Shoah
a été dit par d'autres que moi, et en particulier sur le point qu'on vient de citer par le général Dallaire, ce qui ne laisse pas d'être amusant quand même. Vous savez, il a été, d'ailleurs, sa déclaration et la mienne, puisque c'est moi qui avais lancé le débat sur cette question, ont été corroborées par l'aveu finalement de la délégation américaine, qui était constituée de 2 personnes, de 2 dames, l'ancienne numéro 2 de l'ambassade américaine à Kigali, Lida Joyce, et l'ancienne directrice des affaires africaines qui s'occupait du Rwanda à Washington. Bon, elles ont fini par reconnaître la vérité. Alors qu'au début, elles fuyaient ça, elles fuyaient la question, mais on les a tellement, j'allais dire, coincés, non, on ne se permettrait pas. Mais on a été rude, on a été ferme dans nos affirmations et dans la démonstration de la vérité, si bien que les 2 Américaines, après avoir pleuré à chaudes larmes, vraiment, parce elles étaient très, très mal à l'aise. À la fin, elles ont parlé. Donc la vérité, elle est connue. Sauf qu'il y a des forces qui ne veulent pas que la vérité sorte. Alors, mon colonel, avant peut-être d'en finir avec cette question des enquêtes, il y a un point sur lequel, si vous avez, juste pour l'information de nos auditeurs, rappelez-vous, un jour, le major Kagame était à Paris. Ici, nous devons affirmer aussi et le dire que le gouvernement français ne faisait pas la différence entre les délégués du gouvernement rwandais et de celles du FPR. Je le recevais régulièrement. Biozagara, qui était à Bruxelles, mais il a reçu aussi une délégation conduite par le général, alors major Kagame. Et puis, il y a eu un incident. Kagame a été arrêté pendant quelques heures et cela a laissé des plaies. J'en ai été un peu victime en arrivant à Kigali, au ministère des Affaires étrangères. J'ai été, j'allais dire, considéré comme un ennemi pendant les 2 mois et demi que j'ai passé à Kigali. Parce que la rumeur courait que c'est l'ambassadeur du Rwanda qui l'avait fait arrêter. Voyez-vous. Est-ce que vous avez suivi cette affaire dans les détails? Vous savez dans quelles circonstances il a été arrêté? C'était vraiment parce qu'il était Tutsi, comme il le dit souvent? C'était parce que le directeur Afrique, M. Paul Dijou, n'aimait pas les Tutsis? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, moi, j'étais, enfin, quand je dis moi, je peux dire nous, y compris les attachés de défense et tous mes camarades présents sur le terrain à Kigali, on était à Kigali et on n'a pas compris. On était stupéfaits. Pour tout vous dire, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On invite le chef d'une rébellion à venir parler à Paris et on le met en garde à vue sous des prétextes qui, d'après ce que je crois savoir, sont dérisoires. Port d'armes ou je ne sais quoi. Quand on a un chef d'une rébellion armée qui se déplace, on peut admettre qu'il est des gardes du corps, je ne sais pas, ou alors on prévoit la chose avant, mais on ne va pas le mettre en garde. On n'a absolument rien compris, je n'ai aucun élément à vous apporter sur cette affaire, si ce n'est notre stupéfaction. Et le fait qu'on considérait que c'était non seulement inutile, mais considérablement nuisible à la suite des opérations, bien entendu. Mais un chef de guerre, un chef de rébellion étranger n'a pas le droit d'aller au ministère des Affaires étrangères avec son arme ou de se promener à Paris ou à l'hôtel avec une arme. Ça peut constituer quand même un danger pour certains. C'est une arme de guerre, hein. Ce n'est pas un jouet. Est-ce qu'on a le droit de se promener en France armé sans autorisation? Non, bien entendu, on n'a pas le droit. Il y a un port d'armes. Maintenant, dans les négociations internationales, il peut y avoir des considérations que j'ignore. J'imagine que quand le président des États-Unis se rend en France, il est entouré d'un certain nombre d'armes armées qui n'ont pas forcément un permis de port d'armes délivré par la préfecture du coin. Quand on reçoit un autre étranger, je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été complètement stupéfaits. Et puis en plus, alors on l'arrête, on le met en garde à vue, et puis on le relâche le lendemain. Si on l'arrête, c'est qu'on a un bon motif, on le garde, on le met en prison, on le condamne. Là, je n'ai pas compris. Ça me paraît complètement incompréhensible. Je ne vois pas qui a pu donner cet ordre, qui a pu prendre cette initiative. Ça m'apparaît encore aujourd'hui, bien que je ne sois pas
plus à être soupçonné de la moindre sympathie pour Paul Kagame, hein, qui est à l'origine de l'assassinat de beaucoup de mes amis, je considère que c'est un pas de clair, pour être poli. Hein. Mais imaginez aujourd'hui, en 2021, d'abord, il faut supposer que cela puisse être possible, le Quai d'Orsay recevoir le chef militaire des FDLR aux affaires étrangères. Pensez-vous déjà que cela soit possible? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, s'il est reçu même secrètement, ils ne vont pas lui permettre d'entrer au ministère avec une arme. Mais est-ce qu'il a été arrêté au ministère? Il a été arrêté, je crois, dans sa chambre le lendemain. Non, non, c'est après, quand il a quitté l'hôtel, plutôt les affaires étrangères. En fait, vous savez, à l'entrée, il y a un portique qui indique que vous êtes armé ou pas. Et c'est quand il a été, pour ne pas faire scandale, il n'a pas été arrêté au ministère, mais les gens l'attendaient à l'hôtel, je pense que c'était l'hôtel Hilton de Grenelle. C'est ça. Voilà, donc, vous savez, c'est Je des enquêteurs aussi qui ont fait leur travail. Hein. Ce n'était pas un officiel d'un gouvernement étranger. ne critique pas les enquêteurs qui ont fait ce travail, mais il y a quelqu'un qui a dû prendre la décision. Et compte tenu des conséquences que cette décision a pu avoir et dont vous avez parlé vous-même, il me semble qu'elle était assez inopportune. Maintenant, oui, moi je peux vous livrer que notre réaction à Kigali, où ça nous a amusé un petit peu, et ça nous a beaucoup désolé parce qu'on s'est dit que ça n'allait certainement pas arranger les choses. Et que vouloir ramener le Rwanda à la paix hein, n'avait pas besoin de cet incident. Tout à fait. On peut quand même se dire que la France était très gentille à l'époque de recevoir le chef de la rébellion qui combattait un gouvernement que la France aidait par ailleurs. Aujourd'hui, cela n'est pas possible. Oui, les avantages dont jouissait le FPR, une rébellion rwandaise ne pourra plus jamais les avoir nulle part. Au contraire, ils sont pourchassés, assassinés, ils sont arrêtés à gauche, à droite, alors que peut-être qu'ils n'ont pas fait plus que... Enfin, c'était un détail. Si vous avez un autre élément sur les enquêtes, vous pouvez poursuivre. Avant de revenir sur les enquêtes, je voudrais observer qu'il y avait acquis en France, au sein du gouvernement, un mouvement pro-FPR affiché et déterminé. Au sein même du ministère de la Défense, on voit des documents qui apparaissent aujourd'hui, ou qui sont apparus depuis longtemps, bien après la guerre, lors de la mission, la formation parlementaire de 98 ou après, il y avait tout un parti pro-FPR qui était animé par des diplomates accrédités auprès de l'Ouganda en particulier. Hein. Ce n'est pas vraiment une surprise si l'ambassadeur, le diplomate qui a été détaché auprès de l'opération turquoise était l'ambassadeur Gérard, précédemment en poste en Ouganda et très proche du FPR. Il y avait tout un mouvement au sein du gouvernement français qui militait pour le FPR et donc pour la cessation de l'aide apportée au gouvernement rwandais qui ne voulait pas prendre en compte que cette guerre conduite par le FPR pour prendre le pouvoir allait provoquer des massacres, comme nous n'avions cessé de le dire depuis le 1er octobre 90. Et donc, lorsqu'on me dit aujourd'hui que la France a une lourde responsabilité dans cette affaire, je dis peut-être, on en parlera par la suite, mais qui est le plus responsable? Ceux qui ont voulu maintenir l'ordre social et la paix au Rwanda en aidant le gouvernement légitime en place, ou ceux qui ont voulu tout changer, quel qu'en soit le prix, en aidant la rébellion? C'est une question qui reste posée aujourd'hui sur les responsabilités de la France. Et quand j'ai dit au professeur Duclerc, qui m'a fait l'honneur de me recevoir et de me rencontrer, quand je lui dis il n'y avait pas d'une part, il n'y avait pas deux France, il m'a dit il y a deux France, il y a ceux qui voulaient travailler avec les gouvernements d'Espace, Ansel Jérémier et de Agathe Oumelingimana, les gouvernements multipartites de 92 à 94, et puis il y a ceux qui, en sous-main, aidaient le MRND et les génocidaires. Je lui dis, il n'y en avait pas deux, monsieur le professeur, il y en avait trois. Il y avait ces deux-là, et puis il y avait en plus ceux qui voulaient à tout prix aider le FPR à prendre le pouvoir. Mais ceux-là, apparemment, ça ne l'intéressait pas.
Oui, c'est exactement cela, hein. Peut-être qu'un jour, l'ambassadeur de France au Rwanda, l'ambassadeur actuel, M. Antoine Anfray, pourra donner quelques éléments de réponse, puisqu'il était, je pense, si ma mémoire est bonne, il était aux affaires étrangères à l'époque, jeune rédacteur. Et selon les renseignements qu'on avait à l'époque, il était très proche du FPR. Et il a été, je crois, en poste à Kampala Kampala. avec l'ambassadeur Gérard, je crois. Voilà, disons qu'il était dans la mouvance. Il était dans la mouvance, sans en dire plus. Peut-être qu'il va il va écrire ses mémoires. Hein, si nous sommes encore là, moi j'aimerais bien lire ses mémoires. Voilà. Puisque vous parlez de mon témoignage, je voudrais finir sur une note très personnelle. J'ai expliqué que j'étais proche de l'attaché de défense de 90-93 et que je lisais tous les télégrammes diplomatiques qui arrivaient, quelle que soit l'origine. Il m'avait laissé ouvert son bureau. Et je lisais donc tous les télégrammes diplomatiques qui venaient de Kampala, qui venaient de Dar es Salaam, de Nairobi, de toute la région. Et j'en ai tiré l'enseignement que nos ambassadeurs de France auprès des pays étrangers ont une tendance fâcheuse à devenir les ambassadeurs de pays étrangers auprès de la France et qu'ils se contentaient de rapporter, de promouvoir souvent même la position du pays où ils étaient accrédités. Je n'ai pas vu vraiment à moins que la France n'ait pas eu une idée très claire sur la question, elle n'aurait pas donné d'instruction à ce moment-là. Je ne sais pas. Deux écrits que j'ai vus, c'est l'impression que ça m'a laissé. Des ambassadeurs, c'est le syndrome du dernier samouraï. On envoie des gens auprès d'une cause au lieu de servir la cause pour lesquelles on les envoyait, ils adoptent la cause auprès desquelles ils sont dépêchés. C'est le sentiment que j'avais un petit peu. Bien, on va peut-être finir sur cette note. Hein. La prochaine fois, on abordera un autre sujet. On en a tellement effleuré d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez parlé de l'ancien Premier ministre Rocard, qui subitement s'était pris d'amour pour Kagame et le FPR. Je n'ai jamais compris ce changement de position parce qu'au départ, il n'était pas dans cette mouvance. Mais on pourra y retrouver la trace de Kouchner et les autres. On pourra parler aussi de la présence dans la zone du FPR de une des ailes de Médecins sans frontières. Je pense que c'était Médecins sans frontières ou Médecins du monde. Je ne sais plus laquelle était contrôlée par Kouchner. Pendant cette période de la guerre, il y avait une des branches de Médecins du monde, Médecins sans frontières, qui était dans la zone du FPR, qui soignait les blessés du FPR et qui fournissait les médicaments notamment. Ça, vous étiez au courant à l'époque. On n'a pas suivi ça. Non, on avoue que je n'ai pas suivi cette affaire. On avait le sentiment qu'il n'y avait pas grand monde aux côtés du FPR, dans la zone contrôlée par le FPR. Et eux, ils étaient là et ils allaient à Kampala pour chercher les médicaments, ils revenaient soigner, ils faisaient partie de l'opération, quoi. Opération médicale. Ils ne sont pas passés par Kigali, alors plutôt par Kampala. Ils passaient par oh, non, exactement. Ils venaient de Kampala. Même le ministre Kouchner, rappelez-vous, en 1994, chaque fois qu'il venait à Kigali, il passait d'abord par Kampala, il traversait la zone du FPR avant d'arriver à Kigali. C'était ça le truc, comme on dit. Vous ouvrez une porte énorme sur beaucoup de choses. Il y a eu tellement d'événements, tellement de choses cachées qui sortiront petit à petit et on comprendra, ça nous aidera à comprendre certaines choses qu'on n'avait même pas imaginées. Il y a toute la suite des relations franco-rwandaises à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, sans doute jusqu'à demain encore. Eh bien, on trouvera sans doute des diplomates aussi hein, qui vont vous compléter, qui vont compléter votre témoignage, parce qu'il s'agit véritablement de témoignages. Témoignages factuels, témoignages peut-être accompagnés d'analyses, hein, de contexte, mais vous ne prenez pas parti, vous dites ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, et puis l'auditeur, le téléspectateur lui-même comprendra et jugera. Bien, mon colonel, je vous remercie d'avoir une nouvelle fois participé à cette émission, à cet entretien, et très, très bientôt. À très bientôt, monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci et bon week-end. Hein. Bon week-end à vous.
Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?